Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces premières assises internationales de la ville sensible. On est évidemment très heureux, très fiers de vous accueillir si nombreux aujourd'hui. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite vivement à remplir le petit questionnaire sensoriel qui peut s'afficher grâce au QR code qui est là. C'est un petit questionnaire à remplir sur votre téléphone, 4 questions toutes simples, c'est rapide, mais ça va vous permettre de vous ancrer dans cette journée. Pour commencer, en guise d'ouverture et de préparation, je vous propose un moment de respiration, un atelier sensible, un atelier de décalage de perception animé par Jérôme Jublin, fondateur d'Humanao, spécialiste des sciences cognitives comportementales. Jérôme, c'est à vous. Bonjour à tous, merci. Donc effectivement, nous allons commencer donc, ces 20 prochaines minutes pour l'ouverture de la journée en parlant donc d'ouverture. Alors l'ouverture en fait, c'est intéressant, c'est de voir la signification du mot ouverture parce que c'est à la fois donc, le système de débloquer par exemple dans une serrure avec une clé et là donc c'est l'ouverture d'une porte par exemple. Mais c'est aussi l'ouverture donc, d'un magasin avec les horaires d'ouverture. Mais c'est également le fait de percer un tunnel ou un canal. Et donc cette ouverture, ce qui se passe, c'est qu'on va faire des liens, on va relier. Et c'est également l'ouverture d'un opéra ou d'un chantier, c'est-à-dire que le morceau d'introduction. Alors pourquoi je m'intéresse à ce mot « ouverture » C'est que ce sont les premières assises de la ville sensible. Et que ces premières assises, en fait, effectivement, marquent une ouverture et que le cerveau, en fait, ne va utiliser que ce qu'il nomme, que ce qu'il s'est nommé. C'est parce que le langage crée la réalité. Et donc, nous, on va tâcher de se donner des perspectives durant ces 20 minutes d'ouverture et d'arriver, donc, avec un petit exercice que je vais vous demander de faire tout à l'heure, à finalement ouvrir tout ce qu'il faut pour se préparer au travail. Voilà l'objectif. Alors, en fait, aide à la décision et à la réflexion, pourquoi est-ce important et à la coopération. Parce qu'aujourd'hui, on pense que tout va de soi, c'est-à-dire qu'on s'est ancré dans des comportements où il y a beaucoup de choses automatiques, avec beaucoup d'informations à traiter, etc. Et pour le cerveau, de façon tout à fait naturelle, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que le cerveau, en fait, il a une logique intrinsèque qu'il faut respecter, et qui va nous permettre en fait d'agir de façon plus efficace. Et ça, ce sont les fonctions cognitives, c'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est planification, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est langage, tout ce qui est résolution de problèmes, aujourd'hui se trouve d'autant plus bouleversé qu'on a un environnement qui est très contraint, qui est très incertain. Alors, une fois qu'on a dit ça, quel rapport avec la ville sensible ? Eh bien, tout simplement, c'est que la ville sensible, c'est un concept nouveau. C'est une innovation. Donc, si je suis dans un mode où je me sens conditionné, pressuré, comment est-ce que je peux arriver, en fait, à débloquer suffisamment d'espace, de liberté, de prise de recul pour aborder ce thème de l'innovation de la ville sensible ? Et notamment par rapport aux émotions. Et là, on va voir que c'est un point crucial. Alors moi, je m'appelle effectivement Jérôme Jublin. J'ai créé Humanao, qui veut dire humain maintenant. Ça fait 10 ans maintenant, donc en 2015. Et j'ai réuni pour ça, pour vous expliquer un petit peu qui parle et d'où je viens, une équipe pluridisciplinaire de neuroscientifiques, de neuropsy, psychologues cliniciens, psychologues du travail, linguistes, concepteurs de jeux et scénaristes. Et en fait, ça nous a permis en interdisciplinarité, sachant que moi je suis ingénieur de formation, de créer une boîte à outils, un dispositif avec des méthodes et des outils qui permettent en fait de faire de l'aide à la réflexion, à la décision et à la coopération. Et aujourd'hui, c'est une forme d'animation ludique. Alors, pour ça, on va voyager et je vous propose de voyager donc le 9 janvier, c'était un mardi, le 9 janvier donc 2007. Et là, en fait, vous avez Steve Jobs derrière moi qui a lancé l'iPhone. Et l'iPhone, à l'époque, je pense que nous avons tous un smartphone sur nous aujourd'hui, donc quasiment 100% dans cette salle, nous avons un smartphone. Et à l'époque, en fait,
il y avait beaucoup de sceptiques. Personne n'avait envisagé ce que, donc finalement, allait devenir cette invention qui réunissait des choses déjà connues. Pour rappel, c'était les photos, les images, donc stocker les photos, stocker la musique, se connecter à Internet et aussi téléphoner. Et donc ce smartphone, ce premier iPhone smartphone, a permis de réunir ces appareils en un. Et finalement, 18 ans après, ce qu'on constate, c'est que ça va bien au-delà. Ça va jusqu'où? En fait, ça a complètement bouleversé nos vies, notre façon de voir le monde, de penser le monde. Et également, ce qu'on ne savait pas dire à l'époque avec certitude, c'est que finalement, la deuxième capitalisation boursière mondiale, à savoir Apple, tirait une majorité de ses revenus du marché des apps. Que permettrait cet iPhone, alors qu'à l'époque, personne ne le savait. Et donc, ce que je vous propose, c'est de se poser la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes 18 ans après, et c'est l'exercice que je vous propose. 18 ans après, on sait comment ça a fonctionné. On sait que, finalement, le succès que c'est devenu. Mais remettons-nous en 2007 et posons-nous la question, si nous avions une personne sceptique par rapport à ce que va devenir l'iPhone, en disant « ouais, c'est un gadget, c'est pour les snobs, ça n'a aucune utilité, je préfère mon BlackBerry, je préfère mon téléphone, téléphoner, c'est téléphoner, etc. » Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à cette personne ou à ces personnes qui sont sceptiques? Comment vous argumenteriez le fait que cette innovation va bouleverser sa vie, bouleverser le monde et bouleverser l'économie dans laquelle il est? Donc voilà le petit exercice que je vous propose. Sachant à quel point donc, les smartphones ont bouleversé nos vies, quels arguments utiliseriez-vous en 2007, en vous replaçant en 2007, pour convaincre les sceptiques et les indifférents? Alors on va le faire, mais pour répondre à cette question, on va le faire en 3 temps. Le premier temps, ça va être un temps où vous allez être seul avec les papiers, les crayons qu'on vous a laissés sur la chaise. Le deuxième temps, ça va être à 2, c'est-à-dire que vous allez vous tourner vers votre voisin ou votre voisine et donc vous allez présenter mutuellement les arguments que vous aurez notés. Et ensuite, la même chose, donc là, vous aurez 2 minutes. Et après, en 4 minutes, vous mettre à 4, toujours en restant sur vos chaises. Alors, vous pouvez vous lever si vous voulez, vous pouvez tourner vos chaises, vous faites comme vous voulez, mais sur des temps assez courts. Et ce que je vous demande, c'est d'arriver à finalement respecter ce temps, parce que même si vous avez beaucoup de choses à vous dire, ça va passer très vite et vous aurez toute la journée pour continuer d'échanger. Donc, je vous propose de lancer le chrono. Vous avez 1 minute si vous voulez prendre papier, stylo, donc vous êtes sur les feuilles. Quels arguments vous utiliseriez pour convaincre une personne sceptique en 2007 que le smartphone va révolutionner sa vie? Ça peut être tout type d'arguments, rationnel, irrationnel, économique, usage, tout ce que vous voulez. Ça y est, la minute est passée. Alors bon, ça n'a pas besoin d'être complet, si vous en avez ou 3. Donc, pendant 2 minutes, je vous propose, vous adressez à votre voisin ou à votre voisine et vous échangez. Allez-y, vous avez 2 minutes pour vous présenter respectivement les arguments que vous avez notés. Allez-y.
Je vous propose de passer à 4 personnes. Allez-y à 4. On élargit les groupes. C'est important. Alors, je vous propose d'arrêter à ce stade. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? C'est hyper tentant, c'est vraiment très tentant de continuer, mais vous allez avoir la journée, ça va être formidable. Alors, sur les arguments, vous avez pu voir que en fait, ça élargit, dès qu'on confronte ces arguments aux autres, ça élargit. Et maintenant, ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est si vous pouvez en 1 minute compléter votre liste et la remettre donc, en bout de table, et puis on va les ramasser, parce qu'après on va les collecter, c'est anonyme hein, bien sûr, et on va en faire une petite stat durant la journée pour les arguments, et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc si vous pouvez 1 minute compléter les arguments et les remettre en bout de rangée, et on va les ramasser. Merci. Ouais, c'est individuellement que vous complétez votre liste. Toujours dans la logique de ne pas forcément être exhaustif. Hein. Je veux dire, il y a
C'est important que vous soyez complet par rapport à vous-même. Mais 1 minute passant très vite. Vous pouvez faire passer si vous voulez. Merci. Merci. Voilà, c'est terminé, c'est bon. Alors, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Donc, pour faire le lien, maintenant, s'il vous plaît, puis-je avoir votre attention? Pour faire le lien avec la ville sensible, on va passer par 2 étapes. La première, c'est la ville sensible étant une innovation. En fait, dans une innovation, il y a toujours des groupes qui réagissent différemment face à l'innovation. Et donc là, c'est la courbe d'Everett Rogers qui nous explique que finalement, les personnes convaincues ne représentent que 2,5% de la population. Alors 2,5%, on peut discuter du chiffre, mais en tout cas, c'est une très faible minorité. Et donc ça, c'est intéressant parce que quand on est convaincu, on va aller se confronter. Et la diffusion de l'innovation, c'est justement dans les espaces de confrontation que ça va permettre d'avancer et de la diffuser plus vite. Et donc, c'est un peu l'esprit aussi aujourd'hui. Pas tout le monde a le même niveau de maturité, le même niveau d'appétence pour le concept. Et du coup, l'idée, c'est d'avancer. Et ce que nous disent les sciences cognitives, en fait, c'est que pour faire ce lien entre le smartphone et donc la ville sensible, le smartphone, en fait, il a très bien marché parce qu'il va utiliser nos circuits de la récompense. Et en utilisant nos circuits de la récompense, vous connaissez tous et toutes le concept d'économie de l'attention, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça marche. Et également, ça utilise un besoin fondamental humain qui est le lien social. Mais ce que ça fait aussi, et donc là, ça nous permet de nous connecter. Alors après, on peut parler de la qualité, mais en tout cas, ça nous permet de nous connecter. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça permet d'externaliser nos fonctions cognitives. C'est-à-dire que, par exemple, la mémoire, la planification de trajet, maintenant, et voir le langage avec tout ce qui est génératif. En fait, on l'externalise à la machine nous le renvoie et on l'adopte dans un principe d'acceptation quasi totale à force, puisque ça devient un usage complètement intégré, on ne fait plus attention. Et les premières études académiques commencent à sortir sur la notion de puits cognitif, où il y a des fonctions qu'on utilise de moins en moins, et donc du coup, même avec la plasticité neuronale, le fait qu'on l'utilise de moins en moins, on n'est pas amené à s'en servir et on nous va même jusqu'à oublier comment s'en servir. Donc, peu importe, ce n'est pas le sujet. Là, l'idée, c'est que ce smartphone nous permet de faire plein de choses et il nous permet surtout d'être augmenté par rapport à nos aînés dans un esprit de toute puissance. Après, ce que nous dit la ville sensible, et c'est là que le parallèle, quand j'ai préparé donc, cette intervention, je l'ai trouvé intéressant, c'est que la ville sensible va, d'un point de vue cognitif, va toucher des ressorts qui sont éminemment émotionnels également. Tout comme le smartphone. Le smartphone, ce n'est pas pour rien si Steve Jobs a commencé avec la musique et avec les photos. Donc, et aujourd'hui, c'est parmi les choses qui tiennent le plus au niveau de l'économie de l'attention. Donc, en touchant la notion d'émotion, on s'aperçoit que le cerveau humain, ça répond à un besoin du cerveau humain. Ensuite, là où le smartphone et tout ce qui est machine, algorithme de recommandation, intelligence artificielle, etc., va avoir tendance à déshumaniser, la ville sensible va réhumaniser. C'est-à-dire qu'une ville, le principe de la ville sensible avec la ville qui se vit dans sa chair, au niveau du corps, au niveau des émotions, ça permet de réhumaniser. Et puis, l'un comme l'autre permettent aussi d'avoir, on en a parlé au niveau du smartphone, l'économie, l'aspect économique, donc là on n'est plus dans le cognitif mais dans l'économique, du smartphone, finalement c'est gigantesque. Donc on peut se poser la question aussi, est-ce que finalement avec la ville sensible, au-delà du concept d'urbanisation, etc., il n'y a pas la notion d'économie derrière? Quel modèle économique demain avec la ville sensible?
Et ce sera ma conclusion pour démarrer donc cette journée. Je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de l'impact à venir de la ville sensible? Est-ce qu'il sera du même niveau que le smartphone? Et ça, c'est une bonne question et je pense que la journée d'aujourd'hui va permettre d'avancer dans la réponse à cette question. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour cette entrée en matière et merci à tous pour votre participation. On est donc une nouvelle fois très fiers de vous accueillir pour cette journée qui ne ressemble à aucune autre. Et pour ouvrir cette parenthèse de réflexion et d'exploration, je vais tout de suite donner la parole à ceux qui sont à l'origine de ce projet, Olivia Cuir et Thierry Roche. Merci à tous les deux d'avoir rendu ce moment possible. Vous avez un micro chacun. Alors, je vais te passer mon micro. Donc, pour commencer, tous les deux, une question toute simple. Pourquoi avoir eu envie de créer ces assises autour de cette nouvelle façon de penser la ville de demain? On va faire simple. Est-ce que ça fonctionne là? C'est bon? Bon, d'abord, merci. Merci d'être là, toutes et tous présents. C'est un moment important parce que c'est une idée qui a germé pendant longtemps. Et puis, tout d'un coup, Thierry, c'était un peu une révélation, espèce d'évidence qui est partie donc d'une intuition. Et puis, moi, j'avais envie d'utiliser un mot anglais, je dirais que c'est le momentum, quoi. C'est le moment. Vous savez, le momentum, derrière, il y a l'idée d'impulsion, de trajectoire positive. Dans le momentum, il y a aussi, ça doit générer du positif, mais ça peut aussi basculer dans du négatif, c'est-à-dire tout à fait l'inverse. Mais il me semble que là, on est arrivé à un point aujourd'hui, à un grand tournant aussi pour la ville. Ça fuse, hein, il y a énormément de choses, c'est comme une lame de fond. Et on s'est dit avec Thierry que c'était le moment de réunir une communauté de personnes qui s'intéressent au sujet et puis en évangéliser d'autres. Oui, tout à fait. Alors, avec Olivia, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était à l'occasion de ce projet-là. Et en fait, c'était l'intérêt d'une approche un peu différente, peut-être plus féminine, c'est vrai, mais en tout cas plus sensible. Et dans un moment où nous, on se posait plein de questions sur notre métier d'architecte et d'urbaniste, hein, où on a travaillé sur la performance de la ville, la résilience de la ville, tout ce qui fait que la ville, voilà, il faut qu'on y aille, mais avec quelque chose un peu rugueux. Donc l'idée, c'était ce pas de côté qui nous a effectivement amené à nous poser la question vraiment de la sensibilité du lieu dans lequel on allait à la fois vivre, concevoir nos villes de demain, puisqu'on est urbaniste. Et donc c'est une approche complètement complémentaire et qui, je pense, dans la notion de topophilie qu'on verra, c'est l'amour du territoire. En fait, on arrive à trouver des éléments vraiment intéressants sur la manière de concevoir notre amour du territoire. Alors Olivia, il y a 2 ans, vous avez créé la démarche Sensité. Expliquez-nous un petit peu la genèse de ce projet, comment est-il né? En fait, c'est un peu plus de 2 ans. En fait, moi, je me suis intéressée aux usagers, aux usages dans la ville depuis... j'ai démarré en 2010, à l'époque très, très soutenu par Gérard Collomb, qui était tout à fait convaincu aussi de travailler nos espaces publics, d'imaginer l'espace public plus comme un salon de la ville. On a réuni beaucoup de monde pendant 10 ans sur ces sujets, des designers, déjà des philosophes, des anthropologues, énormément de monde, mais surtout beaucoup de designers, d'agences pour réfléchir aux nouveaux usages dans la ville. Donc ça m'a bien apporté pendant 10 ans. Et puis au moment de la crise sanitaire, je me suis dit, il faut qu'on aille plus loin. J'ai vraiment une révélation un jour dans mon bureau. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, il n'existe pas de mots pour qualifier ce nouveau rapport à la ville, ce rapport plus sensible. Et moi, j'habite à peu près à la campagne, donc je voyais bien, je peux parler de naturalité, je parlais bien de ces sujets-là, mais je dis un mot beaucoup plus sensible, voire émotionnel, pour parler de cette relation à la ville. Donc j'ai inventé un mot, sensité, et donc c'est le rapprochement entre sensa et la cité, civitas, et donc c'est un mot qui n'existait pas dans le dictionnaire. Et au début, c'était juste une envie d'amener un nouveau regard sur la ville, une ville
toute une approche à la fois sensible, mais aussi, je voulais parler de sensations, je voulais parler de cette ville qui ne copie pas la nature, qui n'est pas une caricature de la nature. Ce n'est pas non plus une ville purement techno. Vous savez qu'à Lyon, on a parlé pendant des années, la métropole de Lyon, de la Smart City, et je n'ai jamais vraiment trop compris cette Smart City. Je me suis dit, il y a certainement un entre-deux. Donc, Sensité, c'est la ville sensorielle, c'est la ville singulière, c'est la ville qui s'expérimente, et on le voit déjà aujourd'hui par le corps, par les sens et les émotions. Voilà. Et donc, on avait souhaité aussi, et j'ai souhaité parler de ces usagers de la ville qui ne sont pas que rationnels et anonymes. Hein. Les habitants de la ville, ce sont des êtres vivants qui perçoivent avec leur corps, avec leurs humeurs, toute la journée la ville. C'est des gens et des personnes qui s'attachent au lieu. Donc, il était vraiment nécessaire pour moi de s'intéresser un peu plus à ce sujet-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous pensons tous les deux qu'on ne transforme pas la ville durablement si on ne tient pas compte de ceux qui la vivent avec leur corps. Et Thierry Roche, justement, de votre côté, vous êtes architecte, urbaniste, vous pensez, vous façonnez la ville du quotidien. Qu'est-ce que ça change pour les professionnels comme vous d'intégrer cette dimension sensible dans votre travail ? D'abord, ça lui donne un côté beaucoup plus désirable de faire notre métier. À un moment où, effectivement, on est beaucoup sur la performance, sur la maîtrise, sur la procédure. Aujourd'hui, quand on parle d'urbanisme, quand on commence les plans d'urbanisme, on parle plus de procédure pendant plusieurs années avant d'arriver à un projet. Et finalement, on perd cette notion, en fait, quelque part, pour se rassurer de pour qui on le fait. Et finalement, justement, cette approche-là permet en général aux équipes, l'approche sensible permet aux équipes qui va concevoir ou qui va la penser ou la financer d'ailleurs aussi, d'avoir en fait une base commune qui va nous permettre de savoir tout de suite la finalité en fait de nos métiers ensemble pour pouvoir en fait emmener tout le monde. On parle beaucoup effectivement de la ville désirable, la ville voilà, performante et autres, mais je crois que finalement toutes ces notions de ville, il y a même la ville pas chiante qui a été écrite par Ariella Marabouti, c'est que malgré tout ce qu'on souhaite, c'est vraiment cette ville où on est ancré dans un territoire, on aime ceux qui finalement nous reconnaissent dans ce territoire, et c'est beaucoup plus simple, et ça, en fait, ça se travaille, et ça n'est jamais comptabilisé dans la projection. Et l'idée, justement, c'est d'amener en fait toute cette connaissance, parce qu'on n'est pas non plus naïf, cette connaissance sur la sensibilité de la ville avec des paramètres qui sont extrêmement intéressants, qu'Olivia a mis en place avec Sensité, et qui vont nous permettre justement d'avoir une vision à long terme de la conception de la ville, en ayant à chaque fois en fait, des repères qui nous permettent effectivement d'évaluer notre conception. Alors ces assises, elles prennent place dans un lieu qui ne doit rien au hasard, Zadiga Cité. Olivia, Thierry, pourquoi avoir choisi cet endroit, cet écrin pour organiser les assises ? Alors Zadiga Cité, oui, le synonyme c'est la gestion créative de l'inattendu, hein, c'est un synonyme de sérendipité. En fait, c'est un lieu qu'on a voulu à la fois innovant pour ses performances, hein, on est, pour ceux que ça dit quelque chose, en E4C2, donc au niveau du carbone, voilà, on est au top, au niveau du biosourcé, on produit 2,5 fois plus qu'on consomme, donc voilà, on est dans la performance. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment un bâtiment en fait, qui a le moindre impact possible peut être un lieu de vie beaucoup plus intéressant que simplement un lieu de performance. Donc c'est la qualité de vie au travail. Et du coup, c'est toute la sensibilité qui a été travaillée sur la qualité lumineuse, la qualité phonique, enfin, tous ces éléments qui font que quand on rentre dans ce bâtiment, tout d'un coup, on sent qu'il se passe quelque chose. Donc pour nous, c'est un laboratoire. Et c'était aussi un laboratoire d'idées qu'on partage justement avec les équipes d'Olivia pour pouvoir justement avoir un lieu de réflexion ouvert sur la ville, ouvert sur le quartier et qui s'inscrit vraiment dans notre territoire. Moi, je rajouterais que c'est aussi un lieu de décloisonnement. C'est ce qu'on essaye de faire depuis des années, qu'on a démarré avec Lyon Design dès 2010. C'est de faire en sorte que des gens qui ne se parlent pas se parlent. Ça paraît assez évident, ça se fait déjà. Hein. Évidemment, on a aujourd'hui des promoteurs qui travaillent beaucoup avec des AMU, donc avec des assistants à maîtrise d'usage, qui s'intéressent à la sociologie d'un territoire, à l'anthropologie du territoire, mais aussi à plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui font déjà cette démarche-là, mais pas suffisamment. Et donc l'idée, c'était de rassembler une communauté et puis après fédérer cette communauté pour que
qu'il y ait encore plus de projets qui intègrent cette réflexion, parce qu'il faut aussi que ce travail-là trouve une place dans les bilans des acteurs de la fabrique de la ville. Il nous semble que c'est important. Parfois, je l'ai expérimenté, c'est un petit peu superficiel, parce que réglementaire, parce qu'il y a une concertation à organiser, on l'organise, mais parfois ça manque de circuit court. Parfois ces projets, ces belles idées, toutes ces idées, tous ces imaginaires, tous ces besoins ne remontent pas forcément à des gens comme toi, Thierry, les urbanistes, les paysagistes, les architectes. Donc voilà, c'est d'essayer de voir comment toute cette matière extrêmement intéressante peut vraiment amener des projets beaucoup plus sensibles. Donc vous êtes, merci d'être là. Et tout au long de la journée, en fait, nous allons vous présenter des outils, parce qu'en fait, concret. Notre objectif, c'est de vous montrer qu'il y a plein de choses qui existent. Il y a plein de cartographies sensibles qui existent aujourd'hui. Il y a déjà des outils qui sont à votre disposition, des outils parfois complémentaires pour faire avancer la ville dans le bon sens. Et donc pour conclure, tous les deux, vous avez pensé ces assises comme un moment transformateur, comme un point de départ. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Juste l'envie d'agir. Voilà. L'envie d'agir, mais vraiment l'action. On n'est pas dans le Xème assise ou Xème conférence où on va tous s'écouter, mais on va tous agir. Voilà. Ça, c'est vraiment important. C'est que ce soir, à la fin du banquet, mais on va dire dès demain matin, votre première réunion, essayez d'intégrer quelque chose de différent, un regard un peu différent, une manière différente d'appréhender une réunion ou de travailler un projet en cours en se disant « et tiens, et si ?» Voilà. Et ça serait, je pense, la réussite de cette journée, c'est si chacun d'entre vous vraiment se transforme la manière de voir les choses. Oui, voilà, non, mais je ne rajouterai rien, simplement qu'effectivement, on est comme un peu un rhizome, on essaye de partager notre enthousiasme, de vous le faire partager pour qu'on puisse travailler ensemble, justement, dans cette envie de contribuer, mais une envie avec du plaisir. Je pense que la notion de plaisir est le plaisir de concevoir la ville, et puis pour pouvoir, en fait, donner une vraie vision à ceux pour qui on l'a fait. Oui, de l'engagement, du plaisir et du positif. On retourne la chaussette, on ne culpabilise personne. Au contraire, on y va ensemble, dans la joie de faire ensemble. Je pense que c'est ça le message de la journée. Merci. Merci à tous les deux. Alors j'appelle maintenant Violaine Berton, la directrice de Sensité, qui va nous présenter les résultats du premier quotient émotionnel de la journée. Donc merci à ceux qui ont rempli le questionnaire via le petit QR code qu'on vous a fait passer. Donc le quotient émotionnel, je vous le disais, c'est un baromètre sensible qui va donc accompagner cette exploration de la ville sensible aujourd'hui. Je passe tout de suite la parole à Violaine. Je fais des petites manipulations. Alors, on est en train de préparer les résultats qu'on va vous afficher. Donc, c'est du direct, hein. C'est vraiment instantané. Vous avez rempli le quotient émotionnel il y a quelques minutes et on a un statisticien et donc infographe qui... Nous en aurons... On en aura 3 dans la journée. Ouais. Donc, ce matin, ce midi et en fin de journée. L'idée étant de voir aussi comment l'état émotionnel de la journée évolue. Voilà. Alors, ça fait partie des nouveaux outils de diagnostic sensible qui existent. Olivia vous en parlait il y a quelques instants. Ce sera l'objet aussi d'une table ronde cet après-midi. Les nouveaux outils de diagnostic sensible pour justement prendre en compte cette dimension sensorielle. Violaine, je te passe la parole. Alors, bonjour à tous. Ravie de vous voir aujourd'hui ici réunis. Et donc, vous avez très bien travaillé puisqu'on a eu 83 réponses et vous êtes une centaine. Donc, voilà, beau taux de réponses. Les scores s'affichent derrière moi. Donc, pour vous expliquer, on vous a fait passer un petit questionnaire avec 3 questions. Ces résultats ont été envoyés à notre partenaire Fabien Vallet, qui est data analyst et qui nous a envoyé les réponses à l'instant, il y a une dizaine de minutes.
Et nous les avons mis en image avec Jeanne Néran-Guérin, qui est ici présente, et qui est la directrice artistique qui a réalisé l'identité visuelle de ces assises. Donc bravo pour ce beau travail. Donc sur les résultats, ce qu'on peut voir, c'est que déjà le quotient émotionnel est de 62 sur 100, ce qui est un résultat correct, mais que l'on va essayer d'améliorer au cours de la journée. C'est vraiment l'objectif, c'est d'aller se rapprocher du 100 sur 100. L'état d'esprit du moment est de 7,5 sur 10, donc c'est plutôt positif et encourageant. Et ce qui ressort principalement de ce premier questionnaire, c'est que ce sont les couleurs et la luminosité qui obtiennent les meilleurs scores, avec un taux de donc 72%. Mais les couleurs et la luminosité, ce matin, ont provoqué chez vous de la joie à 76%, ce qui est assez énorme. Les odeurs ont obtenu un bon résultat. Donc, je ne sais pas par quel moyen de transport vous êtes venu jusqu'ici, mais sans doute, vous avez traversé la station Mu et vous avez senti les odeurs de la nature, peut-être, et des éventails qui étaient parfumés à la rose. En revanche, là où les résultats sont moins bons, c'est sur les flux qui sont négatifs, qui obtiennent un résultat de 20 sur 100, ce qui est vraiment un résultat très bas. Donc, c'est peut-être lié à vos moyens de transport. Donc, ça, on pourra en reparler au cours de la journée. Les sons sont à 12 sur 100. La diversité également provoque des très bons résultats avec 50%. Et donc, l'indice que l'on va mesurer toute la journée, qui pour nous est vraiment l'indice le plus important, c'est la notion de proximité, puisque l'objectif de cette journée, c'est vraiment de créer des liens entre vous, de créer cette communauté autour de la ville sensible. Donc l'objectif, c'est vraiment que ce taux de proximité augmente au fil de la journée. Et là, nous sommes à 59%, donc il y a une belle marge de progression. Voilà pour ces premiers résultats et merci beaucoup pour votre participation au questionnaire. Merci beaucoup, Violaine.